Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de notre conférence intitulée Les communs des lieux où vieillir rime avec agir. Je me présente, je m'appelle Camille Sans-Chagrin, je suis coordonnatrice du projet La Relance pour vieillir en commun qui est porté par Présage. Je suis aussi membre du Critique au même titre que ma collègue Judith Rouen qui se présentera là à l'instant. Donc, pour ceux et celles qui ne nous connaissent peut-être pas, Présage, qui sommes-nous? Donc, ça fait 40 ans qu'on est dans le milieu communautaire aîné. On est un organisme à but non lucratif basé à Montréal, mais on rayonne au niveau de la province du Québec. Et depuis les 10 dernières années, on a pris le virage de l'innovation sociale. Donc, notre mission se résume ainsi. Donc, on essaie de trouver des solutions innovantes à certains enjeux du vieillissement. Et c'est entre autres ce qu'on essaie de faire avec notre démarche La Relance pour vieillir en commun, dont je suis la coordonnatrice. Donc, en fait, c'est une démarche qui découle d'une tournée qu'on a réalisée à travers 6 régions du Québec, qui nous a permis de rencontrer environ 200 bénévoles et intervenants du milieu aîné. Et après tout ce qu'on a entendu, retenu, ben, on a lancé la relance, qui est une invitation à redécouvrir, à s'inspirer et à expérimenter le concept des communs dont on va parler un peu aujourd'hui. Si jamais j'ai piqué votre curiosité, je vous invite à aller sur notre site web, présage avec un s.org/relance, ou à aller découvrir tous les carnets qu'on a fait sur Praxis, qui est une plateforme pour partager des savoirs. C'est une plateforme québécoise, ça vaut la peine de la découvrir. Donc, sur ces deux liens-là, euh, vous pouvez découvrir le plein de ressources sur les communs. Donc, je laisse Judith se présenter, puis présenter le critique qui est notre partenaire, en fait, sur le projet de la relance. Bonjour, donc moi c'est Judith Rouen, je suis membre du Critique. Le Critique, c'est un collectif de réflexion et d'intervention pour la transformation et l'institution des communs, puis c'est un collectif de recherche qui rassemble à la fois des chercheurs, chercheuses académiques, universitaires, et puis des praticiennes et praticiens qui sont comme des chercheurs, chercheuses, praticiens, praticiennes. Puis moi, je fais partie du Critique à la fois comme apprentie chercheuse, parce que je suis à la maîtrise en innovation sociale, et à la fois comme praticienne, puisque je travaille sur la question du décider ensemble et agir ensemble. Voilà. Alors, je te laisse poursuivre, Camille. Super. Donc, un bref rappel pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas vu le premier webinaire. Donc, qu'est-ce que c'est un commun? Donc, notre définition simple des communs qu'on a choisi à Présage, qui est inspirée du travail d'Yves-Marie Abraham, va comme suit. Un commun, c'est d'abord un collectif de personnes qui tentent de satisfaire ensemble, par elles-mêmes et pour elles-mêmes, un ou plusieurs de leurs besoins ou de leurs aspirations. Donc, ça peut être de se nourrir, de se loger, de se divertir, etc. Mais pour y arriver, ben, elles vont mettre ensemble les ressources qui sont nécessaires, elles vont décider ensemble et elles vont s'entraider. Donc, une façon pour nous de décortiquer un peu les axes, les principes du commoning, qui est comme l'action de faire commun. Encore une fois, c'est tiré des travaux d'Yves-Marie, mais il y a ces 4 axes-là qui nous permettent, ben, c'est ça, de mieux imaginer comment faire commun. Donc, toute l'idée de la démocratisation dont Judith va nous parler tout à l'heure. Donc, c'est l'art de décider ensemble, de prendre des décisions de manière collective. Toute l'idée de la coopération aussi, donc on s'éloigne des logiques de compétition, d'individualisme, donc on est dans toute l'idée de s'entraider, autant dans le commun qu'entre communs. Ensuite de ça, il y a toute la partie de communalisation, qui est l'idée de mettre en commun nos ressources, nos savoirs, nos ressources qui soient tangibles ou intangibles. Donc, autant je peux partager ma voiture, mes outils, que mes bonnes pratiques, les outils pour animer des réunions, etc. Donc, c'est dans l'idée de mettre en commun, de sortir d'une propriété qui est soit privée, soit étatique, pour entrer dans une propriété, soit sortir de la propriété ou aller dans une forme de propriété qui est plus collective. Et finalement, mais toute l'idée d'autoproduction dont on va parler un peu aussi aujourd'hui, qui est l'art de faire soi-même, donc de produire ce dont on va, ce qu'on utilise, puis utiliser ce qu'on produit. Donc, ces 4 axes-là nous permettent de mieux comprendre un peu comment faire commun. Puis après ça, ben, c'est intéressant aussi pour nous de les prendre individuellement, puis de se questionner sur, par exemple, les organismes qu'on a déjà, ben, comment on peut tendre vers plus de coopération, plus de communalisation, etc. Mais pour nous, c'est important de mentionner que le commun, puis là, je vais utiliser les mots de Jonathan Durand-Foulquet et Marc-Soleil Lallier,
Le commun, pour nous, c'est moins une chose, c'est moins quelque chose de fixe. C'est une activité, c'est un processus collectif qui est basé sur des pratiques sociales. Pour nous, le commun, c'est une aspiration, c'est une vision du monde, c'est un projet de société. Donc, quand aujourd'hui on parle de commun, on ne parle pas du commun fini, du commun parfait qui n'existe pas dans tous les cas. On parle vraiment de ce processus-là, de ce désir-là de plus de commun, puis de s'en inspirer, puis voir comment ça nous permet de revoir nos pratiques, par exemple. C'était intéressant pour nous aussi d'aller creuser un peu puis de voir est-ce qu'il y a des exemples de communs qui proviennent du milieu communautaire aidé, et on a quelques exemples pour vous. Donc, autour du milieu de vie, on connaît la coop d'habitation Vive pour vivre et vieillir ensemble, qui est une maison de 6 personnes autonomes en Estrie, donc des gens qui ont le besoin de se loger, peut-être à moindre coût, de partager des espaces, des trucs comme ça. Donc, c'est un bel exemple de commun aîné. Ensuite, on a eu la chance de découvrir la coopérative multiservice de Tewksbury, qui, elle, offre un service de déneigement et de menus travaux. Et puis ça, c'est un bel exemple d'un besoin qui n'était ni répondu par l'État ni par le privé. Donc, la communauté s'est mise ensemble et a créé la coopérative pour répondre à ce besoin-là qui n'était pas répondu autrement. Et finalement, on a les aînés actifs de Shefford qui offrent plusieurs activités, des conférences, un club de marche, des soirées dansantes, des trucs comme ça, mais qui mènent aussi la démarche Vieillir à Shefford. Donc, les gens ont réalisé qu'après 75 ans, ben, il y avait presque plus d'aînés à Shefford parce que, ben, il y a un grand besoin, il y a un grand manque au niveau des services, au niveau de l'habitation. Donc, en ce moment, ils sont en train d'animer la démarche Vieillir à Shefford pour réfléchir à comment on pourrait rendre tout ça possible. Finalement, au niveau du loisir, il y a Point commun, qui s'appelait avant Mamie-Lisette, qui est des projets de broderie pour se reconnecter aux autres et à soi-même. Donc, c'est des broderies collectives. Puis là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans une approche qui est plus en mixité des âges. Donc, c'est pas un commun qui est exclusivement aîné. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour nous à présage. Et finalement, il y a les retraités flyés, qui est un regroupement de personnes qui ont le goût de créer des liens, de s'informer sur différents sujets, d'être actifs pour leur communauté et de se divertir en bonne compagnie. Donc, les retraités flyés, il y en a quelques groupes à travers la province. Donc, ça aussi, c'est un bel exemple de commun. Si jamais vous avez d'autres exemples, ben, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est à la recherche d'autres exemples. Donc, voilà pour la petite mise en bouche, rappel de c'est quoi un commun. Et là, maintenant, je laisse Judith entrer dans le vif du sujet. Agir ensemble, ça veut dire quoi? Alors, comme Camille l'a dit, un des points importants du commun, c'est de décider ensemble, c'est la démocratisation. Alors, agir ensemble, qu'est-ce que ça veut dire en fait dans un commun ou dans la vie? Déjà, c'est intéressant de prendre conscience qu'on agit ensemble souvent dans notre vie, quasiment tous les jours. Je veux dire, dans notre vie quotidienne, on agit avec nos amis, avec nos familles, avec nos colocs. On n'a pas, dans ces interrelations-là, dans ce qu'on fait, on n'a pas un ou une boss qui nous dit quoi faire en fait, hein. Alors peut-être dans une famille, il y a les parents qui sont boss, mais je veux dire, avec nos amis, tout ça, on se débrouille finalement. On n'a personne qui nous explique quoi faire. Mais souvent, en fait, on a été complètement conditionné finalement à ce qu'on nous donne dans les autres milieux que ceux-là, là, on est conditionné à ce on nous explique ce qu'on a à faire et souvent on ne décide pas. C'est ce qu'on appelle le mythe de la verticalité, puis ce conditionnement, il commence très tôt. Finalement, il commence à l'école, hein. Dès l'école, même s'il y a quelques pratiques de décision coopérative ou des choses comme ça, mais dès l'école, on apprend que on va nous donner des ordres et qu'il va falloir y obéir d'une certaine façon. Les rapports parents-enfants aussi, hein. Dans beaucoup de familles, c'est très, très vertical. Donc finalement, on est complètement conditionné et ça fait qu'on a plein de mythes sur l'autogestion en fait. On a une vision déjà, euh, ouais c'est ça, on a des préjugés sur l'autogestion. Alors d'abord, on dit que c'est pas efficace. Que finalement, bon, il n'y a pas de chef, et puis on parle des heures et des heures et des heures. Alors c'est vrai que peut-être qu'on parle plus parce qu'il faut qu'on se mette d'accord ensemble, on va le voir. Mais en réalité, c'est pas vrai, c'est efficace, ça nourrit l'engagement. C'est tellement efficace que maintenant, c'est depuis les années 2000, là, hein, il y a quelque chose de très à la mode, l'entreprise libérée. Donc,
en réalité, ça fonctionne bien parce que c'est comme un principe de base. Quand on engage les personnes dans ce qu'elles font, ben, elles ont envie de le faire, en fait. Puis le deuxième un mythe un peu sur l'autogestion, c'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de règles. Souvent même on dit, oh, c'est l'anarchie. Comme si l'anarchie était un gros mot, on pourrait revenir là-dessus aussi, mais même dans l'anarchie, il y a des règles. Au contraire, il y a peut-être même plus de règles finalement. Ce sont des règles qu'on a établies collectivement en fait. Ça enlève l'arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui décide en fonction de règles qu'elle a elle-même pensées, puis on ne sait pas trop là. Oui, et ce qui est intéressant, puis je vous invite, on l'a mis en référence à la fin, je vous invite à éventuellement lire son texte. Jo Freeman, c'était une féministe, grande militante dans les années 70, puis elle, ce qu'elle dit, hein, elle parle de la tyrannie de l'absence de structure. Donc, elle dit en réalité, dans toute organisation, il y a une structure. Soit on la formalise, soit on la formalise pas. Et donc, elle faisait un peu le reproche à certains milieu militant contestataire de ne pas vouloir avoir de structure justement pour être plus anti-autoritaire. Mais en réalité, plus on visibilise les choses, plus on a une structure. Alors, certains parlent de charpente solide, souple, hein, mais il nous faut une structure pour que ça fonctionne. Donc, les milieux horizontaux où on décide ensemble qui fonctionnent, ils ont beaucoup de règles et beaucoup de structures en réalité. Mais tout ça, c'est visible, ça permet d'éliminer le pouvoir informel. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, maintenant qu'on a dit ce que ça n'était pas un peu, qu'est-ce que ça veut dire s'autogérer? Donc, c'est ça, c'est un peu le décider ensemble. Alors, s'autogérer, c'est se doter de ses propres règles. Ça veut dire donc qu'on les décide ensemble. On est dans un milieu démocratique et qui favorise l'autonomie des personnes. Et à la fois l'autonomie individuelle, parce qu'on va définir des carrés de sable. Donc, c'est quoi, moi, mon carré de sable dans lequel je peux agir en toute autonomie, mais une autonomie collective aussi. Et donc, ce qui est important, je pense, surtout si on fait le lien avec le commun, hein, tantôt Camille a dit le commun c'est un projet de société, eh bien, agir ensemble de manière démocratique, c'est un projet politique en fait. Et ça veut dire que dans nos manières de faire, on veut aussi avoir des manières de faire qui soient égalitaires et transformatives. Et c'est un projet politique qui est réaliste. Hein, c'est pas une utopie lointaine. Donc, ça fonctionne en fait. Voilà. Alors, sur quoi ça repose l'agir ensemble? Évidemment, ça reprend les principes du commun un peu hein, dont a parlé Camille. C'est sûr que on est dans des systèmes autogérés, donc un commun, une organisation, disons, un collectif, c'est que l'être humain est au cœur du projet finalement. Hein, le projet, on prend en considération que ce projet, il vit parce qu'il y a des êtres humains pour le porter. Et donc, on n'est pas au service de la structure. On pourrait dire que la structure est au service des êtres humains. Donc, il y a des idées d'entraide, de coopération, de solidarité, hein, d'égalité, évidemment. On va forcément se questionner sur les rapports de pouvoir. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, en fait, quand on est en autogestion, mais qu'on veut que ce soit un projet politique, on va penser la redistribution des pouvoirs, l'interdépendance des personnes, la redistribution des avoirs. Ça veut dire qu'on repense aussi comment on fixe nos salaires ou comment nos rapports avec les autres. Hein, et puis on pense le care. C'est vraiment important parce que c'est ça qui fait la différence entre l'autogestion, c'est un projet de management. Donc, on veut simplement être plus efficace, produire mieux et finalement faire plus de profit parce que dans l'entreprise libérée, l'entreprise reste une propriété privée qui appartient à des patrons ou des patronnes qui récupèrent le profit. Hein. On partage les responsabilités, la tâche, tout ça, mais par contre, on ne partage pas les profits. Donc, il y a vraiment une idée ici, c'est pour ça que j'insiste vraiment, c'est un projet politique, c'est-à-dire qu'on façon d'agir différemment, on veut transformer la société. On veut pas juste être plus productif. Ça, c'est vraiment important, je pense, si on parle de commun et d'agir ensemble. Alors, agir ensemble, bon, on l'a dit, hein, c'est penser la démocratie, c'est décider, penser l'entraide et la coopération.
Puis là, si ça vous intéresse d'aller voir plus loin, il y a différentes théories de l'autogestion. Il y a la sociocratie, l'holacratie, l'écocratie, l'opalité, puis il y en a d'autres, hein. On peut dire que, par exemple, finalement, l'anarchisme, hein, au 19e siècle, ce sont les anarchistes les premiers à avoir, les premiers théoriciens de l'autogestion, à avoir pensé ça. Puis après, la sociocratie, par exemple, ça vient de l'entreprise privée, en fait, hein. Il y avait quand même une idée de comment être plus efficace. Mais ceci dit, il y a des façons de penser les structures et les systèmes qui sont intéressantes pour nous. Voilà, pas trop Camille. Oui, donc dans le fond, on voulait, pour être capable de répondre là, à ce titre de la conférence des lieux où vieillir rime avec agir, voir comment ben, cette autogestion-là a un impact en fait avec le vieillissement. Donc pour nous, cette autogestion-là, créer ses propres règles, ben, c'est aussi créer des espaces où le vieillissement a sa place et fait sens. Donc si on s'assoit ensemble, qu'on crée des lieux à notre image, ben, on va créer des lieux qui font sens pour le vieillissement. D'ailleurs, pour nous, les valeurs des communs sont des valeurs où le vieillissement peut reprendre sa place. Quand on parle de solidarité, de frugalité, de lenteur, de partage, versus des valeurs comme l'individualité, la surconsommation, la vitesse, l'individualisme. Donc, on est vraiment dans un espace qui est totalement différent. Et pour nous, ben, si un jour on arrive à créer une société des communs, ben, le vieillissement pourrait s'épanouir, reprendre sa place et être vu d'un œil différent. Pour nous, c'est aussi une façon très concrète de favoriser le pouvoir d'agir des aînés. Si on est dans des lieux où on peut décider, on peut se prendre en charge, on peut se doter des règles qui font sens pour nous, ben, on met en place ce que ça prend pour être en mesure d'agir sur notre vie, sur les décisions qui nous concernent. Et finalement, c'est super intéressant, puis surtout selon nous, en lien avec le vieillissement, les communs, ça fait la promotion d'une autonomie qui est collective et non pas une autonomie qui est individuelle. Puis on entend beaucoup dans les discours qui entourent le vieillissement. On parle d'autonomie, on fait même une distinction entre des aînés qui sont autonomes, des aînés qui sont pas autonomes. Mais on dirait que cette autonomie-là dont on fait la promotion semble être justement une autonomie qui est individuelle. L'idée, ben, c'est de ne pas dépendre trop de sa famille, trop de ses voisins, pas demander trop d'aide, de prouver qu'on est encore capable de faire toutes ces affaires toute seule. Mais pour nous, l'autonomie des communs, c'est une autonomie justement qui nous ramène vers les autres. C'est on va se mettre ensemble, on va dépendre les uns des autres pour être autonome face à d'autres choses. Par exemple, être autonome face à l'État, être autonome face au marché, aux entreprises. Donc pour nous, c'est une autonomie, c'est un changement là, par rapport à la vision de l'autonomie. Puis pouvoir compter sur sa communauté, sur ses voisins, sur sa famille, ben, c'est important, c'est enrichissant. On est tous dans les liens concrets qui font du sens. On est dans l'idée de briser l'isolement aussi. Donc, pour nous, l'autogestion, faire soi-même pour soi-même, ben, ça permet tout ça en lien avec le vieillissement. Alors maintenant, comment décider ensemble dans un commun? Judith, je te repasse la parole. Alors pourquoi souvent on associe décider ensemble et puis autogestion, hein? Mais parce que en fait la décision c'est la base de l'action. Quand on agit, on décide d'abord. Et donc l'autogestion ça veut dire l'autodécision. Alors, j'aime bien cette définition-là là, de Pierre-Rosanne Vallon qui dit l'autogestion, c'est l'exercice collectif de la décision, la possibilité d'intervention directe de chacun chacune dans les problèmes qui la concernent. Elle se conçoit ainsi comme la pratique vivante d'une démocratie véritable. Donc, c'est de la démocratie directe. Et puis, c'est intéressant parce que c'est ça qui permet d'avoir un véritable pouvoir d'agir, en fait, hein, d'agir sur les conditions qui nous touchent. Donc, comme groupe ou comme individu, on construit ensemble. En fait, par la prise de décision, on va construire ensemble notre devenir et la mise en action de ce devenir. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important. On ne peut pas penser à agir ensemble sans décider ensemble, sinon on a quelqu'un qui nous dit quoi faire.
Alors, une décision collaborative, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc le consensus, on verra que nous, là, tantôt, on va montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler une décision collaborative, on va parler de consentement, mais là, on emploie le consensus au sens large, donc c'est un processus coopératif dans lequel tous les membres du groupe arrivent à un accord pour appuyer une décision qui privilégie l'intérêt de l'ensemble, car la contribution de chaque membre est prise en considération. Donc ici, c'est un art, ça se pratique, hein, mais d'arriver à une décision au consensus ou au consentement, en fait, hein, c'est d'essayer de ramasser les besoins de tout le monde autour d'une idée, et puis ensuite de formuler une proposition qui va prendre en compte tous ces besoins. Donc, une décision collaborative, c'est un processus où les idées de chacun, chacune sont considérées, hein, pas seulement exprimées, mais considérées. Ces idées-là, ça se transforme par le dialogue et puis on s'oriente solidairement en fonction de l'intérêt collectif. Puis ça, c'est vraiment important, solidairement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on prend une décision en collaboration, on est toutes et tous engagés autour de cette décision. Donc là, j'aime bien ce schéma c'est présence active, fournit plein d'outils, c'est vraiment intéressant, qui montre en fait un peu le continuum des prises de décision. Donc, on peut prendre une décision de manière autoritaire, hein. C'est ce qu'on connaît le plus d'ailleurs dans notre vie, hein. Quand on n'est plus chez soi, là, ce qu'on connaît, c'est quelqu'un qui nous dit, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc là, on le voit, hein, on a l'axe du temps et l'axe de l'engagement. L'autorité, ça prend pas de temps, mais ça engage pas tellement le monde. Deuxième façon, c'est une instance qui décide, mais qui va consulter. D'accord? Mais c'est quand même elle qui décide. On a une autre forme de consultation, puis je ne vais pas trop rentrer dans les détails, là, mais une autre forme de consultation qui demande à ce que les résultats de la consultation soient pris en compte. Bon, après, on a le vote, ça c'est ce qu'on connaît le plus, mais il y a le vote par jugement majoritaire qui est la façon de voter finalement la plus démocratique. Et puis, je vais nous emmener là, donc, à la prise de décision par consentement. Alors, on voit, ça prend un peu de temps, c'est sûr, mais une fois qu'on est un peu rodé, ça peut aller assez vite quand même. Ça dépend des décisions qu'on a à prendre, mais on le voit, hein, c'est une prise de décision qui engage le monde. Et puis après, au bout du bout, on a le consensus. Mais bon, moi, je trouve que le consentement, c'est vraiment une bonne façon de faire. Alors, le consentement, en fait, ça veut dire comment ça se passe. Donc, le consentement, c'est le personne ne dit non versus le consensus, tout le monde dit oui. Ça, c'est facile à retenir. Le consentement, personne ne dit non. Ça veut dire que finalement, quand je décide par consentement, je ne suis pas dans ma zone de préférence personnelle, je suis dans ma zone de tolérance. Et ça, c'est vraiment important pour prendre une décision par consentement. Tu peux, ouais, merci. Alors, ça souvent, parce que moi j'aime bien dire que c'est rapide et indolore parce que souvent on a vraiment peur, on se dit oh on va s'embarquer dans des décisions qui prennent des heures. Ça peut, effectivement, mais parfois on prend des décisions qui sont tellement importantes pour la structure que oui, on souhaite que ça prenne des heures parce qu'on veut que tout le monde soit derrière, hein. Mais on peut prendre des décisions moins importantes, mais quand même importantes, au consentement, et puis ça prend pas des heures. Donc de quoi on a besoin quand on veut décider par consentement? On a besoin d'une proposition qui soit formulée, hein. Souvent, je vous invite à réfléchir quand vous prenez des décisions. Souvent, on ne sait pas surtout trop sur quoi on décide quand on est en groupe, hein. Donc là, il y a un acte conscient de formuler une proposition. Souvent, ce qu'on te dit, c'est que cette proposition doit être écrite, que tout le monde l'ait, hein, pour qu'on soit sûr que ce soit bien compris. Et puis, on veut une personne qui va faciliter la prise de décision. Cette personne, elle peut appartenir au groupe. Souvent, c'est comme ça que ça se passe, mais il faut qu'elle change de casquette en fonction de est-ce qu'elle parle comme je participe à la décision ou est-ce qu'elle parle comme j'anime la décision. Mais c'est sûr que c'est mieux si on a quelqu'un qui va faciliter la prise de décision. Alors, comment ça se passe? On apporte la proposition et puis ensuite on fait un tour. Est-ce que il y a des questions de clarification, d'information? C'est-à-dire que oh, j'ai pas bien compris ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ça. Et si jamais on commence à rentrer dans autre chose que de la pure information, la personne qui facilite la prise de décision,
a vraiment l'obligation de dire non, c'est pas ici. Moi, ton avis ne m'intéresse pas dans ce tour-là. C'est vraiment très important de conscientiser les différentes phases de la décision parce que sinon, ça revient à une espèce de bazar et c'est un faux consensus. Donc, premier tour, clarification. Deuxième tour, c'est un tour de réaction. Donc là, on va prendre le pouls un peu. On va dire, bon, ben, on essaye de regarder comment ça se passe. Alors, on peut faire des signes, on peut, selon l'importance de la décision, ça peut être très vite avec des signes comme ça, ou au contraire, on veut que les gens s'expriment. Donc là, c'est vraiment le temps de donner son avis. Et puis, en fonction de ça, la personne qui a apporté la proposition sur la table va dire, ah, tout le monde a fait un pouce, il n'y a pas d'enjeu, à mon avis, il n'y aura pas d'objection. Allons-y, je garde ma proposition. Si on sent que les gens sont un peu tièdes, ben, elle va reformuler une deuxième proposition, en fait. Et puis là, on repart avec clarification et réaction. Euh, une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette proposition-là, tour de réaction, on va aller tester les objections. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment important dans une décision par consentement. C'est que c'est comme à partir du moment où on pose une objection, on a comme un droit de veto. C'est-à-dire que, évidemment, si l'objection est jugée valide, on ne peut pas adopter cette proposition, c'est impossible. Et c'est pour ça que là, on fait la différence, on a notre zone de préférence personnelle. Moi, je préfère manger des fraises au dessert. On a notre zone de tolérance. Ah, si tu me donnes des bleuets, ça va être correct. C'est pas ce que je préfère, mais ça va être correct. Et notre zone d'objection. Oh, si tu me donnes des poires, je suis allergique, c'est pas possible. Donc, on a comme trois zones. Dans le consentement, on est dans la zone de tolérance. Donc, vas-y, Camille, si tu peux juste passer. Ouais, merci. Donc ici, on a des objections et il y a les objections qui sont valides et non valides. Donc, ça va être à la personne qui facilite d'aller tester les objections. Hein. Et puis, vous voyez, donc, les objections valides, c'est qu'il y a un risque et un risque important pour l'organisation ou pour les personnes. C'est que la proposition qui est formulée va à l'encontre du cadre intentionnel. Donc la mission, la vision, hein, on pense de changer radicalement quelque chose. On fonctionne dans un commun, puis tout d'un coup, il y a une proposition de fonder une entreprise privée. Ça n'a plus d'allure, ça marche pas, ça. La proposition va entraîner un désengagement des personnes. Par exemple, bon, c'est un peu l'exemple classique, mais je vous propose d'aller manger au restaurant. Il y a des végétariens et j'emmène dans un restaurant qui est complètement carnivore. L'objection de la personne végétarienne, elle est valide. C'est pas une question de préférence personnelle. Elle va être désengagée. Elle ne viendra pas. Ensuite, on parle pour soi, hein, c'est-à-dire qu'on formule des objections pour soi. Il faut qu'elles aient un impact personnel. Je ne vais pas parler pour Camille. Je ne vais pas dire, oh non, mais Camille, elle est végétarienne et elle n'aime pas ci et ça. C'est que c'est à Camille de le dire. Si moi je parle pour Camille, mon objection ne sera pas valide. Et il faut que c'est une conséquence directe. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on se dise, ah ben peut-être ça va avoir une conséquence dans 10 ans là. Il faut que c'est une conséquence directe. Donc, on va venir tester les objections. Et puis, si on n'a aucune objection valide, à ce moment-là, c'est notre dernier tour, on décide, donc on fait un pouce, ok, on adopte la proposition. Si on a des objections qui sont valides, qu'on retient, on a plusieurs façons de faire selon la nature des objections. Soit on dit, ben, on remet la proposition. Finalement, moi, je faisais ma proposition, je suis pas prête à la faire. Je me rends compte que ça soulève plus d'affaires que ce que j'avais pensé. Donc, je vous propose de retravailler la proposition avec tout ce que j'ai entendu, puis on décidera à un autre moment. On peut dire aussi, on peut dire, non, c'est vraiment important, on a besoin d'une décision maintenant, alors on va la travailler maintenant ensemble pour faire tomber, hein, on va modifier la proposition pour faire tomber les objections valides. Euh, Ce qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire que la décision par consentement, c'est une décision de l'action, c'est-à-dire c'est parce qu'on veut pouvoir agir. Donc, on pourrait dire, OK, je fais cette proposition-là, mais j'entends que tout le monde, il y a des craintes, et ben on va se dire, oh, on l'essaye 3 mois. Puis dans 3 mois, on réévalue et on prend une nouvelle décision. Qu'est-ce qu'on modifie? Est-ce qu'on garde? Est-ce que ça fonctionne? Donc c'est important de retenir ça, c'est que c'est un truc de l'action qui doit nous permettre d'agir. Donc, est-ce que c'est bon pour maintenant? Est-ce que il n'y a pas de risque là pour maintenant? Et on y va. Voilà un peu comment ça se passe, la décision par consentement.
Donc là, ça paraît un peu long, il faut s'entraîner, mais pour vrai, ça marche bien, c'est vraiment intéressant. Mhm. Merci, Judith. Et encore le petit moment lien avec comment ça permet de créer des lieux où vieillir rime avec agir. Pour nous, cette décision-là, ça permet de devenir acteur et actrice et non pas spectateur, spectatrice ou même consommateur, consommatrice. Puis quelque chose qu'on a remarqué beaucoup à travers la tournée, mais aussi je fais un mémoire, donc j'ai fait beaucoup de recherches, revues de littérature, mais quand on parle euh, des aînés en général, mais on est souvent dans la consultation. Puis justement, on le voyait dans le petit schéma de Judith tantôt, on était dans, on va prendre une décision pour vous, mais on va vous consulter. Mais reste que la décision, elle n'est pas prise par les personnes qui sont concernées. Donc là, si on est capable de créer des lieux justement où on est vraiment dans une prise de décision par consensus, par consentement, ben là, on est justement dans une réelle prise de décision pour ce qui nous concerne. Donc, pour nous, il y a vraiment quelque chose dans les communs qui permet d'aller au-delà de la consultation quand on parle des aînés. Ensuite de ça, ben, en général, on peut prendre le pari que ça offre des solutions qui sont adaptées parce qu'elles sont conçues par les personnes qui sont concernées. Donc, on est aussi dans l'idée de l'engagement, justement. Ben, si dès le départ, je suis au courant, je sais pourquoi la décision elle a été prise, je sais d'où ça vient, ben, premièrement, je vais m'engager de manière plus intense, mais c'est ça, ça risque d'être adapté parce que ben, je suis peut-être je suis sûrement, je recommence, les personnes sont les mieux placées pour prendre des décisions qui les concernent. Ensuite de ça, pour nous, la décision, ça rend possible une forme d'engagement qui est différente et qui est possible malgré certaines pertes qui peuvent arriver avec l'avancée en âge. Pour nous, la décision, c'est une forme d'autoproduction, c'est une forme c'est une façon de prendre part à ce projet collectif-là qui est le commun à différents niveaux. Donc, quand on pense à l'autoproduction, on peut souvent penser à, ben, je vais créer le service ou je vais répondre aux besoins directement. Mais pour nous, toute cette facette-là de la décision fait aussi partie de l'autoproduction et rend possible un engagement qui est différent, qui peut varier avec le temps aussi. Donc, pour nous, les communs permettent un engagement qui évolue selon nos capacités, notre énergie avec l'avancée en âge. Et finalement, ben pour nous, on est vraiment dans une création de liens sociaux qui sont significatifs. Justement, n'importe qui a déjà participé à une prise de décision de cette façon-là, ben on rentre dans des relations qui sont très significatives, qui sont sérieuses, être capable de négocier, de dire nos objections, etc. Ben on rentre dans un lien qui est très significatif. Et pour nous, ben, c'est une opportunité de participation sociale qui est très intéressante aussi là, quand on parle euh, des communs. Donc, une petite conclusion. Vas-y, Judith. Alors, c'est ce qu'on disait au début, la gestion collective, c'est un apprentissage, hein, mais un peu comme le commun, c'est un apprentissage parce que ça nous sort de notre zone, de la société dans laquelle on fonctionne, en fait. Donc, c'est vraiment important de se dire, puis à force de, pardon, de parler de ça, je me rends compte qu'il y a comme une pensée magique. On se dit parce qu'on va décider ensemble, ça va être beau, ça va être facile. Non, c'est pas vrai, en fait. Et puis je voudrais conclure là-dessus. C'est un apprentissage qui est passionnant parce que ça nous permet d'apprendre à nous affirmer, d'apprendre à dire ce qu'on pense en restant dans notre zone de tolérance, hein, donc en étant capable d'aller travailler avec d'autres. Euh, mais euh, mais c'est ça, on n'est pas habitué, rien ne fonctionne comme ça dans notre société, hein. Et puis je nous invite à chaque fois à repenser, refaisons un peu le film de notre vie. On se rend compte que de l'école au travail, peut-être quand on est à la retraite, on a plus de zones je sais pas, de liberté, j'en sais rien. Mais en tout cas, donc c'est vraiment intéressant parce que ça parle, cet apprentissage-là parle de notre capacité à nous organiser ensemble, en fait, à nous comme êtres humains. Et ça, c'est important. Ça permet de retisser des liens qui sont pas forcément des liens d'amitié, mais des liens de camaraderie autour d'une action. Ça nous engage ensemble. Ça réveille notre humanité, en fait, et notre capacité à collaborer avec d'autres. Donc, c'est ça, c'est vraiment. Puis,
Puis je nous invite aussi à réfléchir, a-t-on vraiment besoin de chef? Hein, dans la vie, est-ce qu'on aime ça, avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire? Non. Alors, essayons de décider ensemble ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Je pense que c'est ça, c'est un bel apprentissage qui est pas facile, mais comme tout, en fait, hein. Voilà. Merci. Alors, allons-y, partons dans les communs et dans l'autogestion. Oui. Donc, quelques références ici qui seront aussi là, mis en lien cliquable dans la note praxis et autres. Puis sinon, ben, on vous invite, là, si vous voulez creuser encore l'idée des communs, il y a le site du critique, il y a le site de présage, les carnets praxis aussi, du critique et de présage qui regorgent d'outils, de réflexion, d'exemples de communs. Puis si jamais ben, ça vous intéresse, vous pouvez toujours, pas de question par exemple. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Mon courriel, c'est relance à commercial présage avec un s.org. Donc, si jamais vous voyez que ça résonne avec ce qui se passe dans vos milieux, ben, on serait bien content de discuter avec vous. Merci beaucoup.